Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue amis fidèles de la RPA au journal de ce jeudi 10 mars 2022, dont voici les principales articulations. Un délai de 10 jours vient d'être accordé aux propriétaires de motos et bajaj de la mairie de Bujumbura, une mesure qui ne concerne pas les vélotaxis qui, eux, ont déjà commencé à évacuer les lieux. La société Burundi Mining Metallurgy International est une société écran qui a toujours trempé dans diverses magouilles impliquant les hautes autorités du pays, dont feu le président Pierre Nkurunziza. Dans ce journal, nous vous tracerons l'historique de cette société ainsi que certaines de ses pratiques qui lui ont permis de dilapider le sous-sol burundais. Dans ce journal, vous entendrez également l'appel lancé par un politique burundais à l'endroit des parlementaires qui restent les bras croisés alors que le peuple qui les a élus risque de mourir de faim faute d'engrais chimiques. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page sécuritaire pour vous parler de l'arrestation massive ce jeudi matin de plusieurs personnes par la police anti-émeute au centre-ville de Bujumbura. Les raisons de ces arrestations ne sont toujours pas connues. Les détails avec Eloge Kwizera. Les personnes arrêtées sont constituées de commissionnaires, de cambis, de rimikash et ecocash, ce qui portait des kilotes et chaussures appelées yeboyebo. Les policiers envoyés dans cette opération étaient lourdement armés et étaient parés à toute éventualité. Dirigés par le commissaire Désiré Ouamahoro à la tête de la brigade anti-émeute, ils avaient mis des antibars et des casques. Ce citoyen qui était sur place ne rate la scène. Dans le centre-ville grouille de policiers de l'avenue de la mission à la station dite chez Katikati en passant par l'endroit communément appelé Bata, les policiers sont en très grand nombre. Plusieurs personnes ont été arrêtées. C'est la police anti-émeute dirigée par Désiré Ouamahoro qui est chargée de l'opération. Ceux qui portent des habits jugés indécents ont été aussi arrêtés. Toutes les personnes appréhendées étaient embarquées dans un camion de la police. Selon nos sources, c'est la peur de voir les mototaxis et vélos manifester contre la récente décision leur interdisant l'accès au centre-ville qui aurait poussé la police à procéder à cette rafle pour les intimider. Ils ont peur que les motards, les taxis vélos et les conducteurs de bajaj aillent dans les rues pour manifester leur colère. D'autant plus que plusieurs pancartes indiquant la nouvelle délimitation ont été arrachées. Il s'agit entre autres de la pancarte située à la 12e avenue qui sépare les zones de Musaga et Kanyosha et celle située en zone Kamenge. Jusqu'à présent, l'endroit où ont été acheminées les personnes arrêtées reste inconnu. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Désiré Ndouimana, porte-parole de la police burundaise, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi Eloge Kwizera. En page justice, Canesius Nsabimana, habitant de la zone Minago, en province Rumongue, a comparu ce mercredi devant le parquet d'Omura. Il a par la suite été transféré à la prison centrale de Mimba. Canesius Nsabimana a été signifié par le parquet d'Omura qu'il est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Cette comparution survient après plus de 2 mois que ses proches se posaient des questions sur son sort après son arrestation par des agents de la documentation. Durant toute cette période, ses proches n'ont jamais été signifiés de l'endroit ni du mobile de sa détention. Son arrestation avait eu lieu en date du 26 décembre 2021, au moment où il était à son domicile. Les informations en provenance de Minago indiquent que l'arrestation de Canesius avait été supervisée par Michel Ndekuliyo, qui fut responsable de la documentation à Rumongue et qui dirige actuellement ce service en province Makamba. De la justice, passons à la page droits de l'homme où la liberté d'expression reste toujours restreinte au Burundi, au moment où la communauté internationale met en œuvre une politique de rapprochement avec le gouvernement d'Aïchimiye.
Cela transparaît dans le rapport de l'IDHB sorti au début de ce mois de mars, un rapport qui montre que les opposants politiques et autres détracteurs présumés sont encore soit en exil ou systématiquement réduits au silence. Éloge Divin, Rebécha. La condamnation de Tony Germain Hina en septembre 2021 est l'élément mis particulièrement en avant par l'IDHB pour illustrer l'assujettissement de la liberté d'expression au Burundi. Dans son rapport de mars 2022, l'Initiative pour les droits de l'homme au Burundi montrait que le maintien en détention de cet avocat et ancien défenseur des droits humains après un procès inéquitable ternit l'image que le gouvernement tente de donner du Burundi comme un pays respectueux des droits de l'homme. De même, l'IDHB indique que malgré la libération de 2 défenseurs des droits humains, Germain Rukuki et Nestor Nibitanga, la société civile indépendante et critique est encore presque inexistante au Burundi. Cette organisation internationale déplore également que la plupart des défenseurs burundais des droits humains vivant en exil depuis 2015 ne pensent pas qu'ils pourraient rester en sécurité. Bien que donc la gravité de la situation actuelle des droits humains au Burundi exige une action urgente, l'IDHB regrette que l'Union européenne, les États-Unis ainsi que d'autres gouvernements et organismes internationaux sont restés silencieux ou ont choisi de cultiver une relation plus étroite avec le gouvernement burundais en faisant souvent passer au second plan les droits humains. Selon toujours l'IDHB, la levée des sanctions par le gouvernement des États-Unis en novembre 2021 et la reprise de la coopération avec le Burundi de l'Union européenne en constituent des signaux supplémentaires que les auteurs de crimes graves peuvent s'en tirer et se la couler douce s'ils tiennent assez longtemps. Ce rapport de l'IDHB signale que le rejet de tout contrôle international de la situation des droits de l'homme par le gouvernement d'Ayshimiye remet fondamentalement en cause l'engagement du gouvernement burundais en faveur de la réforme des droits humains. De ce fait, l'IDHB exhorte plus particulièrement l'Union européenne à insister sur des mesures concrètes concernant les cas et les préoccupations présentées dans le dit rapport. 6 gouverneurs du Burundi en provenance des provinces frontalières de la République démocratique du Congo ont effectué ce lundi une mission de travail à Uvira. Cette délégation, dirigée par Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, aura à s'entretenir avec l'équipe dirigée par Théo Kasingwa Bidji, gouverneur du Sud Kivu côté RDC. Selon le journal en ligne Kivu Times, entre autres sujets à discuter figurent les questions sécuritaires, les frais du test Covid-19 ainsi que le commerce transfrontalier. La question de la présence de l'armée burundaise sur le sol congolais a été posée à ses autorités, écrit Kivu Times. Cependant, selon son journal, ces autorités ont répondu que des questions sécuritaires ne devraient pas être soulevées en présence des médias car relevant de la compétence de la haute hiérarchie de ces 2 pays. Je vous le disais en titre, Burundi Mining Metallurgy International BMM en sigle, dont le permis d'exploitation du nickel de Musongati vient d'être révoqué, est une filiale d'un holding Karmas, cité souvent dans les paradis fiscaux. En réalité, BMM était une société écran de Samankor, établie au Burundi depuis 2008, qui venait de vendre les gisements de nickel d'Oaga et Nyabikere à une société canadienne. Une vente de nos Burundi est sortie perdant. Retour sur l'historique de ces 2 sociétés avec Marie-Ange Ilakoudze. La société BMM et la société cadette de Samankor, toutes 2 appartenant au holding Kenmas dit croate Danko Conchar, enregistré dans les îles Vierges britanniques et souvent cité dans les paradis fiscaux. Établi au Burundi depuis 2008, Samankor avait eu du pouvoir de Nkurunziza le permis d'exploration et d'exploitation du nickel sur les périmètres de Musongati, Ouaga et Nyabikere. Vers la fin de sa phase d'exploration, Samankor revend en 2013 les gisements de nickel d'Oaga et Nyabikere au Consortium international d'affaires d'Alliance mondiale des sports de l'homme d'affaires canadien Alain Lemieux. Le Burundi n'a reçu que 20% de la vente de ces gisements, Samankor ayant empoché le reste. Durant cette année, le holding Kermas décide de changer le nom de la société Samankor qui devient BMM. À son tour, cette dernière reçoit du gouvernement burundais le permis d'exploration et d'exploitation du nickel sur les périmètres de Musongati en mai 2014. La durée du permis
était de 25 ans renouvelable pour 10 ans et le gouvernement burundais s'était engagé qu'il n'accordera aucune autorisation ni titre quelconque sur les périmètres concédés à BMM sans l'entente préalable entre les parties. De plus, il était prévu de créer une société mixte d'exploitation minière, SMEM, dans laquelle l'État burundais détiendrait 15% du capital pour avoir donné son sous-sol et qui ne pourra jamais participer à plus de 34% du capital dans l'avenir. Depuis le début de ses travaux, BMM a toujours affirmé qu'il est dans sa phase d'exploration et non d'exploitation. Un aérodrome avait été construit dans le périmètre de Musongati qui n'était accessible à aucune autorité burundaise, y compris le ministre en charge des mines. Des avions atterrissaient et décollaient avec les tonnes de minéraux à bord, soi-disant pour aller les faire analyser dans des laboratoires en Afrique du Sud. En réalité, le cargo était acheminé dans une raffinerie du patron d'Anko Conchar. Par ailleurs, BMM entretenait des liens particuliers avec la famille du président Nkurunziza. Cette société affrétait toujours son jet privé, un Falcon 50, pour les voyages de l'épouse de fait président Pierre Nkurunziza pour aller mettre au monde au Kenya. Dans la foulée, le gouvernement burundais déboursait chaque fois 30 millions de francs burundais par jour, soi-disant pour louer ce jet. C'est sur le jet BMM arboré des couleurs nationales qu'ont posé en 2016 Alain Guillaume Bougnoni en compagnie de Willy Nyamitwe et consorts pour faire croire à l'opinion que les fonds de la MISOM ont servi à l'achat du jet présidentiel. Pourtant, les enquêtes de la RPIA avaient déjà révélé depuis mai 2015 que les fonds de la MISOM n'ont jamais été transférés à International Bank of Commerce de Texas aux États-Unis d'Amérique pour l'achat du jet Falcon 50, Gulfstream 4, mais plutôt ont été retirés en espèces à la Banque centrale du Burundi, car les ordres de virement signés à l'époque par les ministres de la Défense et des Finances d'alors comportaient un code SWIFT qui n'est pas celui de cette banque de Texas. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé en page santé. La communauté est-africaine exhorte les États membres à prévenir les maladies à transmission vectorielle. Après de fortes pluies qui se sont abattues sur la région ces derniers mois, les cas de transmission de la fièvre jaune par les moustiques se sont multipliés selon l'UAC. Émile Nivassoum. Intensifier la surveillance, le contrôle et la vaccination contre la fièvre jaune au sein de la population, c'est ce que recommande la communauté est-africaine à ses États membres. Le secrétaire général adjoint de l'EAC indique que les épidémies de fièvre jaune peuvent survenir lorsque les personnes infectées introduisent le virus dans des zones fortement peuplées, à forte densité de moustiques et où la plupart ont peu ou pas d'immunité. En raison de manque de vaccination, les moustiques se sont beaucoup multipliés dans la sous-région suite à de fortes pluies de ces derniers jours, précise l'EAC. Son secrétaire général adjoint chargé des affaires sociales, Christophe Wazivamo, précise que bien qu'il n'y ait pas de remède contre la fièvre jaune, une seule dose de vaccin est suffisante pour garantir une immunité durable et une protection à vie contre la maladie. L'EAC précise que le 5 mars dernier, le ministère de la Santé du Kenya a signalé que le gouvernement avait activé ses mécanismes d'intervention d'urgence sanitaire à la suite du décès de 3 personnes attribuées à une épidémie de fièvre jaune dans le comté d'Isiolo, c'est à l'est du Kenya. Selon le rapport, le premier cas a été détecté le 12 janvier dernier. Par la suite, 15 patients ont présenté des symptômes de fièvre jaune comprenant des maux de tête, de la fièvre, une jaunisse, des douleurs musculaires et articulaires. Les patients qui contractent le virus de la fièvre jaune développent des symptômes graves et environ 20% d'entre eux meurent dans les 7 à 10 jours selon l'EAC. Une autre maladie qui inquiète la communauté est-africaine, c'est la fièvre de la vallée du Rift, une fièvre qui tue et les humains et les animaux. Les parlementaires devraient sortir de leur silence et interpeller les ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage afin d'expliquer les raisons à l'origine du manque d'engrais chimiques fabriqués par la société FOMI. Propos de l'ancien député et actuel président du parti UPRONA non reconnu par le pouvoir de Gitega. Charles Nditije ajoute que la société FOMI devra indemniser les agriculteurs pour toutes les pertes enregistrées, vu qu'ils n'ont pas été approvisionnés en engrais chimiques à temps, alors qu'ils avaient déjà payé l'intégralité du montant exigé. Ce
politique souligne aussi que ce manque d'engrais chimiques aura beaucoup de conséquences dans le pays. Suivez Charles Nditidje, ancien parlementaire et président du parti UPRONA, non reconnu par le pouvoir de Gitega. Que la société FOMI, qui a encaissé des millions de francs burundais des cultivateurs pour leur fournir des engrais chimiques, n'ait pas honoré ses engagements et n'ait rien fait jusqu'à ce jour, c'est une situation déplorable, voire dramatique pour ces cultivateurs et même pour tout le pays. Et les conséquences sont énormes et multiples. En effet, comme vous le savez, plus de 80% de la population burundaise vit de l'agriculture. À cause de l'exiguïté des terres, due notamment à la croissance démographique qui est exponentielle, les terres cultivables deviennent de plus en plus petites et surtout les terres se sont érodées, d'où la diminution de la fertilité des sols. Et pour pouvoir produire en quantité suffisante, il faut enfumer les champs, il faut des engrais chimiques. Et si cela n'est pas le cas, il peut y avoir une famine généralisée, les malnutris deviennent de plus en plus nombreux, ces mal nourris deviennent vulnérables au niveau de la santé, surtout les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées. Une autre conséquence, c'est que les cultivateurs qui ont pris des crédits auprès des banques et des coopératives sont dans l'impossibilité de rembourser ces crédits parce qu'ils ne vont rien produire. Donc le risque, c'est que ces banques et ces coopératives risquent de saisir le peu de biens dont ils disposent. Vous me demandez ce que devrait faire l'Assemblée nationale. Elle devrait normalement sortir de son mutisme et cesser d'être un instrument de l'exécutif et remplir correctement ces missions que lui confère la Constitution de la République du Burundi, à savoir notamment le contrôle de l'action gouvernementale. Pour ce faire, l'Assemblée nationale devrait notamment interpeller le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que celui du Commerce et de l'Industrie, pour qu'ils viennent s'expliquer pourquoi cette société FOMI n'a pas honoré ses engagements avec toutes les conséquences qui en découlent, comme je viens d'en parler, et demander des comptes à cette société pour qu'elle puisse notamment rembourser les millions que les cultivateurs lui ont donnés et surtout exiger de cette société FOMI qu'elle soit responsable des arriérés et éventuellement des intérêts de retard que vont réclamer ces banques et ces coopératives. L'Assemblée nationale devrait également demander au gouvernement d'ouvrir son marché des engrais chimiques aux commerçants privés pour qu'ils puissent importer ces engrais de l'extérieur du pays pour que ces engrais chimiques soient disponibles à temps et en qualité suffisante auprès des cultivateurs pour l'intérêt général de la population. Rappelons que le 22 février de cette année, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Gervais Ndelakobucha, avait rassuré les cultivateurs que dans 10 jours, l'engrais FOMI sera disponible. Pourtant, cela fait 16 jours que les cultivateurs attendent en vain la réalisation de cette promesse. En restant toujours dans ce domaine, la famine qui s'observe dans certaines communes de la province Kirundo pousse les habitants des dites communes à vendre leurs terres. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, certaines familles commencent même à retirer leurs enfants de l'école. Les détails avec Elvis Niyomonge. Après le manque de précipitations qui n'ont été disponibles qu'en février de la moyenne pendant la saison des pluies, dans certaines communes de la province Kirundo, Dobsoni, Kirundo et Bugabira, les conséquences commencent à se faire sentir. Habituellement, à part que les habitants de ces communes touchées par ce problème ont déjà consommé les semences, pour le moment, certains ont commencé à vendre les repas de terre. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires d'Oroni, OCHA en sigle, tout est dû à la famine qui rend ces familles. La même branche d'Oroni fait savoir que certaines familles en sont au point de retirer les enfants de l'école pour qu'ils les aident à travailler comme tâcherons afin de contribuer à la survie de leurs familles. Au sein de ces familles, c'est toujours le cas, les plus vulnérables sont les enfants, les personnes âgées et les handicaps ayant différents anomalies. Une catégorie fragilité car ceux qui devraient s'occuper de leur bien-être partent à la recherche d'une vie meilleure dans d'autres coins du pays. Les descenseurs, d'où une aide alimentaire urgente doit être dépêchée
empêcher pour sauver ces personnes selon OCHA. Pour rappel, 90% des champs en province Kirundo ont été affectés par ce manque de précipitations, ce qui fait que plus de 200 000 personnes sont dans une situation difficile et sont confrontées à la famine. Merci à toi Elvis Nyomungeri. Les sociétés et associations qui, dans leurs activités, utilisent les motos et bajaj sont priées d'aller à la direction de la police de roulage pour les faire enregistrer et révéler l'endroit où ils les ont rassemblés, le temps d'organiser leur délocalisation. C'est du moins l'issue d'une rencontre qui a réuni ce mercredi les propriétaires de ces engins avec différentes autorités de la mairie de Bujumbura. Les détails avec Eric Nyonzima. Les sociétés et associations pour qui, dans leurs employés, se déplacent à moto ou utilisent des bajages dans leurs activités quotidiennes, disent être dans l'impossibilité de mettre en application la récente mesure du ministre de l'Intérieur. Selon certains qui avaient répondu présents à la réunion relative convoquée par l'administrateur de la commune Mukaza, ils ont signalé ne pas être en mesure de trouver un endroit sûr où entreposer leur matériel dans un si court délai. Dans notre association, nous avons 4 tuk-tuk privés que nous utilisons dans nos activités, des vélos moteurs et des scooters que nos agents utilisent pour se déplacer. Nous aimerions demander si nous pouvons les enfermer dans notre garage, comme on l'a toujours fait, vu qu'aucun agent n'est autorisé à rentrer avec. Sans mâcher les mots des autorités présentes, leur ont fait savoir que la décision était irréversible. Ces dernières leur ont tout de même accordé un délai de grâce pour qu'ils s'y préparent, en précisant toutefois qu'ils devraient d'abord se faire enregistrer à la police de roulage et préciser la date à laquelle ils pensent avoir terminé à déplacer leur matériel. Si j'ai bien compris, le seul problème que vous avez est celui de trouver un endroit où les entreposer, à défaut de trouver un acheteur. Alors, je vous invite à venir demain pour les faire enregistrer et nous signer un papier où vous vous engagez à dégager ces motos dans un délai donné. Il faut aussi nous donner l'adresse exacte de l'endroit où vous comptez garder ces matériels en attendant que vous puissiez procéder à la vente aux enchères ou que vous vous décidiez à les envoyer dans des zones non interdites. La mesure du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, selon laquelle les vélos, les motos et les bajages n'entreront plus jamais au centre-ville, entre en application aujourd'hui même à minuit. Eric Nyonzima, à ce propos, le ministre de l'Intérieur a accordé aujourd'hui un délai de grâce aux propriétaires de motos et bajages pour vider les lieux. Ils ont dorénavant 10 jours pour s'exécuter et dans l'entretemps, certains conducteurs de taxi-vélos qui exerçaient dans la ville de Bujumbura commencent à quitter la ville pour aller travailler à l'intérieur du pays. Ils indiquent qu'ils n'ont pas d'autre choix au moment où il reste quelques heures seulement avant que la décision du ministère de l'Intérieur qui interdit les vélos à franchir certaines localités de la mairie de Bujumbura n'entre en vigueur. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Nous sommes à la gare du Nord, située en zone Kamenge de la commune Harangwa, en mairie de Bujumbura. Un mouvement de vélo-taxi est très dense. Ces derniers retournent sur leur colline natale, les avoirs sur les porte-bagages de leur vélo. Certains conducteurs de vélo qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils ont pris la décision de quitter la ville car ils n'ont plus rien à y faire car interdit de travailler. Les gens espèrent pouvoir continuer à exercer leur métier une fois à l'intérieur du pays. D'autres se sont déjà résignés à conserver leur vélo en attendant de probables acheteurs. Ces vélos-taxis nous ont fait savoir qu'ils ont préféré partir pendant qu'il est encore temps avant que les choses ne se gâtent. Le mouvement de gens qui quittent la ville de Bujumbura à vélo a commencé à s'observer depuis ce mercredi. Des longues files de vélos très chargés se voyaient sur la route Bujumbura-Bugarama.
Merci également à toi, Dani Claire Hidatkoumva. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal de ce jeudi, 10 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.